Bonjour Lisa. Je suis Bonjour. très contente de te rencontrer aujourd'hui et je voudrais d'abord te remercier de bien vouloir témoigner de ton Avec plaisir. histoire avec ta fille. Et je te propose de te présenter, ce sera beaucoup plus facile que si je le fais moi. Très bien. Alors, bonjour Dominique. Donc, je m'appelle Lisa. J'ai 31 ans. Je suis infirmière puéricultrice. Je travaille en service de pédiatrie dans un hôpital, pédiatrie et néonate. Et donc, je suis maman de deux petites filles, une qui a 3 ans et donc la dernière, Ninon, qui a eu 15 mois. Et qui, donc, avec elle, on a eu quelques soucis à la naissance. Donc, pour expliquer un petit peu, j'ai une grossesse tout à fait normale pendant le premier confinement. Du coup, j'ai été arrêtée assez tôt. Voilà, pour limiter les risques au maximum. Donc, j'étais chez moi, donc rien de mieux quand on est enceinte que de rester à la maison avec sa famille. Et puis, donc, toutes les échos se sont très bien passées. Il n'y avait aucune particularité durant ma grossesse. Puis, donc, j'arrive à la 41e semaine. Donc, toujours pas de signe d'accouchement. Je vais donc à l'hôpital avec un rendez-vous avec la sage-femme qui me fait donc une échographie de la 41e semaine, qui là, à ce moment-là, trouve un hydramnios, un excès de liquide amniotique qui ne s'était jamais vu dans la grossesse, tout au long de la grossesse. Et donc moi, effectivement, les dernières semaines, je trouvais que mon ventre avait pris énormément d'ampleur. Mais on sait très bien que les derniers jours, les dernières semaines, le bébé profite un peu plus. Donc du coup, je ne m'étais pas inquiétée plus que ça. La sage-femme n'est pas plus inquiète non plus parce que visiblement le bébé va bien et donc on attend tranquillement qu'elle se décide à sortir. Le lendemain, je commence à avoir des contractions. Et donc, connaissant les contractions de pré-accouchement, je sais que voilà, ça devrait arriver. Et donc, je vais donc à la maternité à côté de chez moi. Et il est en milieu de la nuit, il est 1h du matin, quelque chose comme ça. J'ai des contractions toutes les 5 minutes. Donc voilà, là, je me dis que c'est le moment. Et puis, tout se passe très bien. J'ai la péridurale au bon moment et je fais 2 poussées et Ninon sort mais un accouchement parfait. Et beaucoup de liquide amniotique, forcément. Je n'ai pas percé la poche des os. C'est la sage-femme qui a percé la poche des os avant que Ninon sorte. Et donc, ça m'a fait un drôle d'effet parce que c'était comme si quelqu'un avait jeté un seau d'eau dans la salle d'accouchement tellement que c'était beaucoup de liquide amniotique. Donc, Ninon fait son premier cri à la naissance. On me la pose sur moi et puis elle la trouve très encombrée. Elle n'est pas cyanosée, rien du tout, mais elle la trouve très encombrée. Donc, au vu de l'hydramnios, ils se disent, voilà, elles vont aller l'aspirer tranquillement. Donc, elles partent avec mon conjoint l'aspirer. Elles font le test de la succion. Donc, c'est ce qu'elle m'explique, parce que moi, je ne suis pas là à ce moment-là. Oui. Elles font le test de la succion en mettant leur petit doigt dans sa bouche. Et là, à ce moment-là, elle a pincé très, très fort au niveau du doigt de la sage-femme ou l'auxiliaire puère. Je ne sais pas qui était là à ce moment-là. Et depuis, elle ne l'a pas réouverte. Elle ne l'avait pas réouverte ensuite. Donc, il me la ramène. C'est là où elle me dit, un peu sur le ton de la plaisanterie, mais dis donc, elle a de la force, votre fille, parce qu'elle m'a pincé le doigt, mais très, très fort. Bon. Je vais pour essayer de faire la mise au sein parce que je souhaitais l'allaiter, comme j'avais allaité ma première. Et puis, elle ouvre pas la bouche, rien du tout, mais elle pleure pas, elle demande rien du tout. Elle cherche un petit peu, mais rien de plus. Donc, on patiente les 2 heures en salle d'accouchement, puis on remonte tranquillement dans la chambre en maternité. Et puis, toujours pas de signe de faim. Elle graillonnait beaucoup, elle bavait énormément. Du coup, les sages-femmes l'ont quand même aspiré 2-3 fois dans la journée. C'est un petit peu comme si elle n'avalait pas sa salive, en fait. Tout à fait, c'est ça. C'est ça.
Et moi, j'ai essayé plusieurs fois de la mettre au sein. Et à part du bout des lèvres, il n'y avait pas sa langue qui sortait. Il n'y avait pas les signes de faim que je peux connaître chez un bébé. Vous ne cherchez pas à se mettre au sein, en fait. Non, tout à fait. Donc, j'ai même voulu essayer avec un biberon. Je me suis dit, voilà, tant qu'à essayer, il faut quand même qu'elle se nourrisse. Pareil, elle n'ouvrait pas la bouche. Elle laissait la bouche fermée, mais elle ne pleurait pas. Elle n'était pas... Vous voyez qu'elle n'avait pas faim, clairement. Bon. Du coup, la journée continue. La sage-femme vérifie quand même régulièrement ses glycémies, vu qu'elle ne mangeait rien. Mais elle était au niveau glycémique, tout était dans les normes. Et puis, à la fin de la journée, la sage-femme la réausculte. Elle a l'impression... Elle ne sait pas trop ce qu'elle entend au niveau des poumons. Du coup, elle a quand même un gros doute. Elle préfère appeler le pédiatre de garde qui, là, lui, pense à une inhalation du liquide amniotique pendant l'accouchement. Et donc, décide de faire une radio pulmonaire. Donc, sur cette décision-là, Ninon est transféré en néonat, dans le service de néonat, donc là où je travaille, dans le même hôpital où je travaille, donc dans mon service où je travaille. Donc, voilà, elle est transférée là. La radio pulmonaire revient normale. Il n'y a rien du tout. Donc, elle reste quand même là-bas parce qu'elle n'a toujours pas mangé. Dans la nuit, elles sont obligées de l'aspirer toutes les 3 heures, voire plus. Pareil, elle manifeste pas plus de signes de faim que ça. Du coup, la nuit reste comme ça. Et le lendemain, il décide quand même de lui poser une sonde nasogastrique. Premièrement, déjà pour la nourrir, parce que elle avait perdu du poids. Ça va faire 24 heures qu'elle n'a pas mangé. Et puis peut-être pour vider son estomac, parce qu'il pensait aussi que son estomac était trop plein de glaire. Rien dans l'estomac, donc il lui laisse la sonde nasogastrique. Moi, entre-temps, je reste en maternité, mais bon, je décide de sortir, de faire une sortie précoce. Parce qu'ayant ma fille, ayant ma fille en néonate, je me voyais plus rester en maternité, j'avais plus ma place là-bas, sans mon bébé avec moi. Donc voilà, je décide de faire une sortie précoce. Et donc là, je vois donc les pédiatres du service de néonat qui pensent, eux, tout de suite à un problème neurologique. Parce que, on m'explique qu'au niveau du cerveau, il y a un nerf qui dicte l'articulation de la mâchoire. Oui. Voilà. Et donc, ils me disent peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème parce qu'on voit bien qu'elle n'ouvre pas la bouche, que ses lèvres sont très pincées, sa mâchoire est très serrée, donc c'est compliqué. Très bien. Du coup, ce qu'ils décident de faire, c'est un scanner cérébral pour détecter ça. Donc, pour rappeler un petit peu, on est au mois d'août. Donc, j'ai accouché le 9 août. Donc là, on est le lendemain, c'est le 10 août. Donc, c'est en plein été, il fait très chaud. Et donc, le service, la machine du scanner tombe en panne à l'hôpital où ma fille est hospitalisée. Donc, ce qu'ils décident, c'est de la transférer, parce que moi, je ne suis plus hospitalisée, c'est de la transférer directement dans un service de néonat, dans un CHU, donc le CHU de Limoges, pour qu'elle puisse avoir son scanner cérébral. Et donc là, il y aura aussi des professionnels qui ont un petit peu plus l'habitude de s'occuper des cas un peu plus pointilleux qu'à l'hôpital de Brive. Donc du coup, elle est transférée au CHU de Limoges. On attend patiemment ce scanner cérébral qui finalement, pour eux, ce n'était pas une urgence tant qu'elle était alimentée par la sonde nasogastrique. Donc, ce n'était pas une urgence de savoir si c'était un problème neurologique ou non. Donc, elle a son scanner qu'en fin de semaine, peut-être 3 ou 4 jours après être allée au CHU. Pendant tout ce temps-là, Ninon est confortable, elle est bien. Elle est bien, elle est toujours aspirée très régulièrement parce qu'elle ne déglutit pas du tout sa salive. Mais voilà, elle n'est pas douloureuse. Elle n'est pas douloureuse, elle est confortable. Alors, moi, j'ai ma montée de lait qui arrive à ce moment-là. Donc, je décide quand même de tirer mon lait.
parce que voilà, je souhaitais quand même l'allaiter dans tous les cas. Donc, je décide de tirer mon lait. Là, on lui donne donc mon lait par la sonde nasogastrique. Et j'ai une orthophoniste qui passe nous voir dans le service pour nous montrer les stimulations de l'oralité. Et donc, j'essaye de faire ça avec mon lait le plus possible. On voit qu'elle cherche, elle a envie. Et c'est très frustrant parce qu'elle tourne la tête dans tous les sens. On voit qu'elle cherche, mais tout le temps en ayant cette bouche fermée. Donc, c'est très compliqué. Mais j'arrivais à peine à mettre une petite seringue dans sa bouche pour essayer de lui mettre une goutte, mais c'était tout. Je ne pouvais rien faire de plus. Donc, bon, dès que j'ai fait ça, je me suis fait un peu remonter les bretelles d'ailleurs parce que fallait absolument pas, risque d'étouffement. Donc, bon, voilà, je l'ai plus refait, mais j'avais très envie quand même d'essayer quelque chose en fait. J'avais l'impression d'être inutile à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc, le scanner, on a le scanner, il revient normal. Le scanner, l'IRM cérébral revient normal. Donc là, retour à la case départ. On sait toujours pas on sait toujours pas ce qu'il y a. Mais en attendant, elle ouvre toujours pas la bouche. Après, c'est un soulagement pour nous parce qu'il n'y a pas de problème neurologique. Mais bon, elle est quand même petite. Elle a 1 semaine de vie. Donc, c'est quand même, voilà, on nous dit il n'y a pas de problème neurologique. Mais bon, l'IRM cérébral est très, très fin. Donc, c'est vrai que on ne sait pas, en gros. Donc, il décide de faire un scanner au niveau de la mâchoire et du tronc au niveau des cervicales, de la mâchoire. Et donc là, un spécialiste de la face, je crois, c'est un chirurgien maxillofacial de Limoges, vient nous voir et nous dit on a trouvé, il y a un problème au niveau des articulations. L'articulation ne se fait pas correctement, c'est pour ça qu'elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Donc là, nous, gros soulagement, ok, on a enfin trouvé, très bien. Donc il nous dit, il suffit de l'opérer, et puis pour que l'articulation puisse être plus mobile. Ok. Sauf que lui, il n'a jamais fait ça sur un enfant si petit. Il ne sait pas s'il faut faire ça de suite, s'il faut faire ça dans 6 mois, dans 1 an, il ne sait pas. Il préfère donc demander un avis à Necker, à Paris, à la PHP, auprès d'un professeur maxillofacial. Donc, très bien. Donc, elle reste hospitalisée en attendant cet avis-là, qu'elle passe en staff à Necker et que l'idéal, c'était qu'elle soit directement transférée de Limoges directement à Paris pour que voilà, ce professeur-là là-haut puisse faire les examens complémentaires dont il a besoin pour pouvoir l'opérer. Donc, voilà, on part sur ce diagnostic-là qu'on nous annonce. On attend patiemment et puis rien ne vient et puis finalement nous ça fait un moment quand même qu'on est à Limoges. Ils décident de nous rapatrier sur Brive en attendant parce qu'il y avait une place qui s'était libérée en néonat. Donc pour qu'on soit plus proche et pour qu'au niveau de notre organisation familiale ce soit plus facile aussi pour nous. Donc ils décident de nous rapatrier sur Brive, très bien. Toujours pas de nouvelles de Necker, de Paris. Donc, le 2 octobre, on finit par rentrer à la maison, toujours, et on nous dit on vous appellera quand on aura des nouvelles de Paris. À rentrer à la maison, 1 semaine se passe, 2 semaines se passent, j'ai toujours pas de nouvelles. Au bout d'un moment, je commence à m'inquiéter, et puis je dis bon, je vais prendre moi les devants et je vais appeler directement. Là, Paris. Ninon est toujours alimentée par sonde nasogastrique. Ninon est toujours alimentée, oui, tout à fait. Ninon est toujours alimentée par sonde nasogastrique avec mon lait. Moi, je l'ai allaité, j'ai tiré mon lait pendant 1 mois. Après, une fois rentrée à la maison, j'y arrivais plus en fait. D'un point de vue organisation, entre ma grande, je préférais passer du temps aussi avec ma grande et puis bon, la lactation se diminuait progressivement, donc j'ai arrêté. J'ai tiré mon lait 1 mois. D'accord. Ça correspondait un petit peu au moment où elle est rentrée à la maison. Donc, elle rentre à la maison avec une hospitalisation à domicile, une HAD, avec tout le matériel nécessaire, mais donc aspiration à la maison, matériel pour la nutrition entérale. Mais donc, on me dit qu'une infirmière ne peut pas passer
toutes les 3 heures, finalement, lui mettre la nutrition, ce que je peux comprendre totalement. Et étant infirmière puéricultrice et sachant faire le geste, on me demande de faire ça à la maison. Bon, en même temps, je n'ai pas eu besoin d'être éduquée, donc c'est vrai que c'était pratique pour tout le monde. Donc voilà, donc on rentre à la maison. Donc avec cette nutrition entérale, sachant qu'elle faisait déjà ses nuits, Ninon, elle ne réclamait pas la nuit, mais nous, on nous demandait quand même de lui mettre la nutrition la nuit. Donc, toutes les 3 heures, il fallait que je lui mette la nutrition, qu'elle se réveille ou pas. Sachant que moi, à chaque nutrition, j'essayais quand même je la stimulais quand même toujours à l'oralité. Parce qu'entre-temps, on m'avait dit donc au début, à Limoges, on m'avait dit qu'il fallait le faire. Puis après, on m'a dit non, finalement, au vu de son articulation, elle ne peut pas l'ouvrir, c'est trop douloureux pour elle, donc il faut arrêter les stimulations à l'oralité. Donc très bien, donc ensuite j'ai arrêté. Puis ensuite, on m'a redit non, en fait, peut-être que ça lui ferait du bien. Donc j'étais un petit peu perdue, donc de moi-même, j'ai continué à le faire comme ça, mais vraiment à son rythme. Quand je voyais qu'elle était douloureuse ou qu'elle ne voulait pas, je n'insistais pas, c'était vraiment que par plaisir. Donc voilà. Donc là, pour situer un petit peu, on est début septembre, je prends les devants donc et j'appelle Paris, j'essaye d'appeler Paris, très compliqué à joindre la PHP. Je finis par tomber dans le service donc de ce professeur-là, maxillofacial à Necker, par son interne qui me dit qu'elle ne connaît pas du tout le dossier de Ninon, qu'on ne lui en a jamais parlé. Donc là le ciel me tombe un petit peu sur la tête. Donc là, j'appelle un peu tous les médecins qui s'en sont occupés et que là maintenant, faut faire vite, quoi, parce que je n'avais toujours aucune information. Je ne savais pas s'il fallait l'opérer de suite, s'il fallait attendre. Enfin, on était vraiment dans le flou total. Et donc là, j'arrive très vite à avoir la secrétaire de ce professeur qui me dit, écoutez, la semaine prochaine, vous avez un rendez-vous avec lui. Donc, venez la semaine prochaine. Donc, très bien. Moi, en une semaine, j'arrive à préparer son départ. Donc, on monte en ambulance parce que vu qu'il faut l'aspirer, je ne me voyais pas faire la route toute seule et l'aspirer toutes les 2 ou 3 heures. Donc, on monte en ambulance là-haut à Necker. On rencontre ce professeur. Ninon a un petit virus. Elle est un peu enrhumée. Mais la nuit, juste avant de partir, je ne la trouvais pas du tout confortable. Je l'ai aspirée plus que nécessaire. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a toujours été contre moi. Alors, je mettais ça un peu sur mes angoisses à moi pour monter à Paris. Je ne savais pas clairement ce qui allait pas. Et donc, arrivé là-bas, le chirurgien l'ausculte. Et là, c'est vrai que, en gros, le coup près tombe pour nous parce qu'il nous dit, là, ça ne va pas du tout. Votre fille, on dirait qu'elle est en train de s'étouffer, elle avale rien du tout. Pour moi, c'est une trachéotomie. Et donc là, on ne s'attendait pas du tout à cette information-là avec mon conjoint. Donc, on est complètement atterrés. Et donc, il nous dit, je vais quand même faire un scanner de la mâchoire parce qu'il a quand même les imageries de Limoges, mais il voudrait avoir ses propres imageries à lui. Parce que celles de Limoges, pour lui, ce n'est pas parlant, il n'arrivait pas à les lire correctement. Donc, il demande des images bien spécifiques et il nous dit, au vu de ces images, qu'il n'y a absolument rien à l'articulation de la mâchoire. Bon. Donc, retour encore à la case départ, parce que du coup, nous, on était partis pour ça à la base. Il nous dit qu'il n'y a rien à la mâchoire, mais que par contre, il veut lui poser une trachéotomie. Donc là, nous, on ne comprend pas trop. Alors, il nous explique bien que ne pouvant pas avaler sa salive, c'est très grave pour Ninon que si elle est encombrée ou enrhumée, elle peut s'étouffer, clairement, et que si on ne peut pas aspirer autre part que par son nez, le mieux, ce serait aspirer par la trachéotomie. Donc, bien sûr, nous, on n'est pas du tout contre les soins, mais là, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Donc, on leur a demandé quand même de nous laisser un peu le temps de réfléchir aussi, mais qu'effectivement, si c'était nécessaire pour elle, on ne s'y opposerait pas, quoi. Donc là, elle est hospitalisée ce jour-là. Elle est hospitalisée à Paris. Donc, on est tous les deux avec mon conjoint. Donc, au niveau organisation, c'est un petit peu compliqué avec mon aîné qui est resté ici. Mais ça va qu'on a de la famille sur place donc, qui se sont occupés d'elle sans problème. Et donc, on voit, suite à cela, un ORL qui nous explique un petit peu ce qui va se passer, quoi.
Il préfère pour le moment la garder en observation en pédiatrie. Et puis au fil du temps, on verra à ce moment-là. Mais si son état continue à se dégrader, il dit on n'aura pas d'autre choix que de lui faire cette trachéo de confort, il nous avait dit. Donc voilà, elle est hospitalisée en pédiatrie. Puis ensuite, elle est hospitalisée en soins intensifs. Enfin, ils appellent ça USC, unité de soins continus. Enfin, ça ressemble c'est comme les soins intensifs. Pour l'avoir vraiment à l'œil dans le week-end. Et parce qu'en pédiatrie, il y avait énormément d'enfants déjà hospitalisés et ils avaient peur qu'il y ait quoi que ce soit. Son état s'améliore progressivement. Là-bas, on lui fait tout un tas d'examens. Elle a un électroencéphalogramme. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Un électromyogramme au niveau des muscles pour voir si ces muscles de la mâchoire fonctionnent bien. Pour le neurologue, ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, il n'y avait pas de souci particulier. Et au niveau de son rhume, ça va beaucoup mieux. Elle sécrète moins, elle bave beaucoup moins. On l'aspire un peu moins. Donc du coup, il se laisse le temps en fait de la réflexion. Ils ne veulent pas se jeter directement là-dessus, ce qui nous reconfortait aussi. Et donc, au vu de son amélioration, elle reste 12 jours hospitalisée là-haut. Et à la suite de ça, ils se disent, bon, pour eux, pour le moment, la trachéotomie n'est plus d'actualité parce que son état s'est amélioré et qu'elle s'est bien, elle s'est bien comportée avec son virus. Donc, du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, ils nous ont dit, si elle évolue pas au niveau de son ouverture de bouche, il faudra penser à lui poser une gastrostomie. Oui. Pour pouvoir lui enlever cette sonde et qu'elle puisse avoir au moins les narines de libre si elle s'encombre ou si elle venait à avoir encore un rhume. Peut-être il faut juste expliquer ce que c'est une gastrostomie rapidement, parce que c'est pas évident. On est des professionnels. Mais... Oui, tout à fait. Alors, une gastrostomie, c'est une petite sonde dans l'estomac qu'on fait ressortir au niveau donc, de l'abdomen pour nourrir l'enfant à ce niveau-là. On appelle ça un petit bouton de gastrostomie qui sort au niveau de l'abdomen et on branche la nutrition directement sur cette petite sonde qui va directement aller dans l'estomac plutôt que de l'avoir dans le nez. Voilà. Donc, c'est quand même une intervention. C'est quand même une intervention chirurgicale, tout à fait, qui est bénigne, certes, mais quand même une intervention chirurgicale, mais qui nécessite une anesthésie générale. Oui, et puis qui demande une surveillance particulière après. Et qui demande une surveillance particulière après, tout à fait. Donc, tout ça, c'est organisé pour être fait à Paris. Mais quand elle aura plus son virus, donc elle avait un rhinovirus. Donc voilà, donc on nous dit, voilà, rentrez chez vous, on organise tout ça, donc la réunion, le rendez-vous avec la gastro-entérologue, avec l'anesthésiste, avec les infirmières aussi qui nous expliquaient comment fonctionnait un bouton de gastrostomie. Donc voilà, tout ça est donc programmé. Donc en attendant, moi je reste à la maison et je me dis, bon, je ne suis pas très... comment dire, je suis pas convaincue en fait par ce qu'ils m'ont dit. Donc je vais essayer tous les moyens possibles et inimaginables pour chercher d'autres solutions ailleurs que sur le milieu médical. Donc j'ai essayé l'acupuncture qui a eu un bel effet parce que dès qu'elle a eu sa première séance d'acupuncture, 3 jours après, elle commençait déjà un petit peu, je trouvais que la bouche s'ouvrait un petit peu plus. Bon. Oui. Du coup, je me dis, voilà, peut-être que c'est un problème articulaire ou je ne sais pas. Magnétiseur, j'ai essayé un magnétiseur également, qui pareil a eu des beaux effets par rapport à ça. Et puis kiné, ostéo et orthophoniste. Tout ça, c'était prescrit déjà quand elle est sortie de l'hôpital. Donc, tous les mois, j'ai un rendez-vous à Paris pour poser cette gastrostomie. On retourne donc à Paris. On a une date de gastrostomie au mois de décembre. Non, avant, pardon. Septembre, octobre, novembre. Octobre, on a une date. Donc, on monte à Paris.
on lui refait le test, elle est positive au rhinovirus. Ils ne veulent pas l'anesthésier parce que s'ils anesthésient ma fille en ayant un rhinovirus, elle peut faire un bronchospasme et donc là, s'arrêter de respirer pendant l'anesthésie. Et voilà, ça peut être très tragique pour elle. Et donc là, il pourrait, dans ce terme-là, être obligé de poser une trachéotomie à ce moment-là. Donc, si elle a un rhinovirus, elle ne peut pas se faire opérer. OK, donc, elle a un rhinovirus, on repart. Donc, retour à la maison. Retour à la maison. Donc, tout ça, c'est encore toujours ambulance. Enfin, voilà, il faut voir aussi toute l'organisation qu'il y a derrière. Très bien, on nous donne un autre rendez-vous donc pour le mois d'après. Et je me dis, c'est peut-être pas mal qu'on fasse le test plutôt à la maison, quitte à, voilà, plutôt que de faire 10 heures aller-retour sur la journée. Pour un nourrisson, c'est pas très recommandé quand même. Les parents non plus. Et pour les parents non plus, mais bon, nous, à ce moment-là, c'est pas grave. Donc, du coup, ils acceptent quand même. Mais bon, pour eux, c'est pas hyper fiable, en fait, le résultat qu'on a ici, parce qu'on a un petit CH, qu'on ne sait pas trop faire les tests. Bon, voilà, je vous passe un peu les détails de ce qu'ils ont pu me raconter. Donc, au mois de décembre, on y remonte. On avait sur un rendez-vous et puis moi, elle n'était pas encombrée. Elle était vraiment dans ses meilleurs jours en fait. Elle était vraiment bien. Elle commençait à se retourner. Au niveau de son développement psychomoteur, il n'y avait pas d'anomalie particulière. Moi, elle arrivait donc un petit peu plus à ouvrir la bouche suite à ça. Donc, j'arrivais à la stimuler donc au niveau de l'oralité, mais j'avais acheté un petit biberon pour les chats, pour les animaux, qui a une tétine très très fine et elle arrivait alors à téter un peu. Elle n'avait pas ce mouvement de succion, mais elle arrivait à téter un petit peu. Donc je me dis, la gastrostomie va la soulager en fait. On était vraiment pour cette gastrostomie-là, même si c'était une intervention, mais pour que la sonde en arrière-gorge ne la dérange le moins possible pour qu'elle puisse voilà, par la suite avoir une alimentation normale au biberon, quoi. Et donc, on y remonte en décembre à Paris. Ils lui font le test là-bas. Pour moi, il est sûr qu'elle n'a rien. Le lendemain, elle se fait opérer et puis c'est tout gagné pour nous et pour elle, quoi. Finalement, elle a toujours un rhinovirus. Du coup, grosse déception pour nous parce que c'est encore retour à la case départ, retour à la maison. Bon, voilà, nous, on l'a vraiment vécu comme un échec, en fait. Et donc, je continue ces rendez-vous-là, acupuncture, magnétiseur. Je continue toujours à peu près une fois par semaine. Mais le magnétiseur, c'est une fois par semaine. Et l'acupuncture, c'est une fois toutes les 3 semaines. Mais je continue quand même parce que je me dis que si ça a eu un premier effet, peut-être que voilà, ça peut continuer encore à faire un effet sur elle. Donc, encore une fois, on a encore un rendez-vous au mois de janvier qui s'avère qu'elle a toujours son rhinovirus. Donc, cette fois-ci, on n'y monte pas. Donc, ils nous font confiance sur Brive et on ne monte pas à Paris. Et puis, au vu des séances de magnétiseur, elle ouvre un petit peu plus la bouche, ce qui fait que je peux maintenant lui mettre un biberon normal de la marque MAM. J'avais déjà un biberon de cette marque-là pour mon aîné. J'essaye ce biberon-là et ça fonctionne. Elle boit des petites quantités, mais ça fonctionne. Et elle arrive à avaler. Elle arrive à avaler. Au début avec quelques fausses routes, mais plus ça allait, plus je lui en donnais, plus elle arrivait. Donc ce que je faisais, c'est que je lui donnais un peu de biberon et je mettais le reste à la sonde. En fin de compte, vu que je fais ça quotidiennement dans mon métier, je me suis dit, cette fois-ci, voilà, je vais prendre les choses en main. J'ai rien dit au médecin, c'est pas bien, hein, mais voilà, là j'ai préféré m'enfermer, on va dire, un peu dans ma bulle. J'ai fait ce que je pensais bien pour ma fille et pour que petit à petit, elle puisse plus avoir besoin de cette sonde. Donc au mois de février, elle s'arrache la sonde, mais pratiquement, c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Donc à chaque fois, il fallait qu'on aille à l'hôpital pour la lui remettre. Finalement, après, je n'en pouvais plus, moi, d'aller à l'hôpital. Donc, c'est moi qui lui remettais la sonde. Et jusqu'au jour où elle l'a enlevée. Et en fait, elle buvait
presque ses quantités, en fait, sur ses rations. Et j'ai décidé de ne pas la lui remettre, de lui laisser sa chance, en fait, comme ça. Et ça a bien fonctionné. Et donc, depuis le mois de février, dès qu'elle a arraché sa sonde que je lui ai plus remise, depuis, elle l'a plus. Alors, je me suis fait un petit peu remonter les bretelles par les médecins parce qu'évidemment, elle avait perdu du poids, qu'elle était déjà d'un petit poids à la base et qu'il fallait absolument la remettre. Donc, je l'ai remise, mais pour un court temps. Et dès qu'elle a commencé à bien s'alimenter avec les rations du biberon, je m'en servais plus. En fait, elle l'arrachait pas, mais je m'en servais plus. Donc déjà, pour moi, c'était quand même un petit peu gagné quand même. Et donc, j'ai une collègue qui a accouché un mois après moi. On se prenait des nouvelles mutuellement et elle allaitait son petit et donc il avait des soucis aussi pour téter. Lui, il ouvrait très bien la bouche, mais il avait des soucis pour téter. C'était son 3e enfant. Voilà, elle avait allaité les 2 premiers, elle savait comment faire et du coup, elle a été alertée elle est allée consulter Linda, une consultante en lactation, qui a vu chez ce petit, donc chez son petit, des freins restrictifs dans la bouche. Et donc, elle me parle de ça. Donc, elle me dit peut-être que c'est peut-être le cas de ta fille aussi, finalement. Alors, moi, j'avoue que de par mon métier, j'en avais entendu parler, mais pas franchement. J'avais déjà vu un frein de langue, alors, je crois, postérieur. Non, antérieur. Je ne veux pas dire de On voit bêtises. C'est bien antérieur. qu'on voit dès que l'enfant ouvre la bouche. Oui, c'est ça. Oui. Antérieur, oui. Voilà. Mais que moi, j'avais vu que les pédiatres avaient coupé de suite, peut-être le jour de la naissance ou quelques heures après. Et puis après, plus rien. Donc, et c'était réglé pour l'enfant. Donc, moi, je connaissais que celui-là. Donc, elle me dit que voilà, qu'elle était voir Linda, qui lui a dit tout ça. Donc, moi, je me dis oui, pourquoi pas? Oui. Je ne sais pas. De toute façon, on n'est jamais allé voir dans sa bouche. Donc, on ne sait pas. Donc, du coup, j'ai oublié des étapes. Parce que j'ai oublié aussi de dire que entre-temps, alors attendez, je suis en train de me mélanger les pinceaux en même temps. Ce qui compte, c'était de voir comment ça évoluait par la suite. Oui, voilà. Oui, voilà. Et donc, en fait, oui, en fait, on n'était jamais allé voir donc dans sa bouche et il souhaitait aussi à Paris l'endormir pour qu'il puisse aller voir dans sa bouche, voir ce qui se passait aussi dans sa bouche. Parce qu'ils se sont dit, vu que ce n'est pas un problème articulaire, quand elle est endormie complètement, anesthésiée complètement, peut-être qu'on pourrait ouvrir sa bouche complètement et voir ce qui s'y passe aussi dedans. Et donc, ces échecs d'anesthésie, à chaque fois, faisaient reculer cette échéance-là pour savoir ce qui se passait en fait dans sa bouche. Donc, en fait, on n'était jamais allé voir dans sa bouche et elle avait quoi souvent à ce moment-là? C'est ça, personne. Et donc, je vais voir Linda sur les conseils de ma collègue, sachant que dans sa bouche, on pouvait à peine rentrer le petit doigt. Hein. Donc, c'était vraiment très compliqué. Donc, Linda, je lui explique tout ce parcours-là que je viens d'expliquer. Et elle essaye quand même de regarder. Et effectivement, pour elle, elle voit des freins au niveau des joues, de la langue, mais très prononcée parce qu'elle n'arrivait pas à passer son petit doigt sous la langue, et au niveau de la lèvre supérieure. Elle me dit tout est serré, en fait, dedans. Et c'est certainement pour ça qu'elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Donc, OK, elle prend des photos, elle prend des vidéos pour envoyer à Monsieur Rousselet, qui est à Châtillon et avec qui elle travaille. Qui est un ORL, en fait. Voilà. Un ORL, oui. C'est ça. Et qui fait les frénectomies. Voilà. Et donc, voilà, elle décide de lui en parler et elle me dit, je vous tiens au courant dès que j'ai de ces nouvelles. Finalement, c'est elle qui me tient au courant. Elle m'appelle et elle me dit, vous avez un rendez-vous, je crois que c'était la semaine d'après. C'était très, très rapide. Donc, on est allé rencontrer ce monsieur-là. Et
j'avais lu un petit peu, mais je ne pensais pas qu'il allait tout faire sur le moment, en fait. Et on y est allé et moi, je ne pouvais pas faire les exercices avant cette chirurgie-là parce que je ne pouvais pas, encore une fois, passer mon doigt dans sa bouche. Je ne rentrais pas du tout le petit doigt. Et, donc, pour moi, il n'y arriverait pas non plus, finalement. Donc, on est allé le voir, un monsieur formidable, super gentil, très à l'écoute. Et puis là, il nous a dit, OK, donc il a regardé. Il nous a écouté aussi au niveau de notre histoire. Il m'a dit, c'est certainement ça. Mais il me dit, voilà, il faut que je regarde. Et il me dit, je vais l'anesthésier et puis je vais le faire. Et là, on s'est dit: «Mais là, maintenant, vous allez tout faire maintenant?» «Ah oui, oui, je vais tout faire maintenant, à moins que vous ne soyez pas d'accord et bien sûr, je ne fais pas sans votre accord. Mais autrement», il me dit: «Je ne peux pas vous faire partir, chez vous et vous dire: "Vous revenez la semaine prochaine", ça n'a pas de sens». Oui. Il nous a dit: «Il faut absolument soulager cette petite et puis tant que vous êtes là, vous avez fait 4 heures de route, hors de question que je vous laisse partir sans avoir rien fait». Donc très bien, donc on s'installe et puis donc moi j'ai le rôle où, je vais lui tenir, au niveau du menton pour ouvrir, le maximum que je puisse faire ou qu'elle puisse faire elle et puis il me dit: «Ça va durer vraiment pas longtemps du tout». Effectivement, ça dure très rapidement, c'est peut-être, 30 secondes pour, les joues et la lèvre et 10 secondes pour la langue et c'est fini. Au Donc laser. c'est au Donc, laser, oui. oui. Oui, c'est vrai, c'est au laser, ouais. C'est très rapide. Elle saigne beaucoup. Il nous dit: «C'est tout à fait normal». Elle salive énormément aussi. Elle pleure, hein, bien sûr, elle est juste anesthésiée, localement, hein, c'est tout. Donc voilà, il nous explique que c'est tout à fait normal. Il nous explique ce qu'il faut qu'on fasse aussi pour bien masser et pour pas que le frein revienne. Mais il nous dit quand même que, son frein à elle est tellement, tellement, Non, comment dire? profond, Épais, épais. profond, Oui. ouais, c'est ça, ouais, tellement épais, tellement profond que, il se peut qu'il revienne. Oui. Parce que, on peut pas faire les exercices correctement sous sa langue et il y a de forts risques qu'il revienne, mais il nous a dit: «Voilà, faut pas vous inquiéter, peut-être que je la reverrai à ses 2 ou 3 ans, mais déjà au niveau de ses joues, ça va la soulager» parce qu'elle était Oui. je savais pas qu'on pouvait, avoir les joues, enfin avoir un frein au niveau des joues, en fait. Oui. La lèvre Peu de supérieure, gens je le savais, savent, hein, oui. Oui, peu de mais gens le ouais, savent. au niveau des joues, je ne savais pas du tout et hem et donc en fait, moi j'arrive à faire quand même les exercices dans les joues parce que c'est effectivement c'est visible. J'arrivais à rentrer que la moitié de mon petit doigt quand j'y allais dans ses joues et puis, quand, après l'intervention, j'arrivais à rentrer la première phalange de mon doigt. Donc l'ouverture des 2 côtés était Oui. nettement plus grande, quoi. Au niveau des lèvres, c'était juste des petits exercices à faire comme ça et à soulever un petit peu la lèvre et la langue, c'était, comme je pouvais. Oui. Normalement, faut masser dessous ou de chaque côté du frein et Vous voilà essayez et de soulever la langue, en fait, pour voilà. laisser la cicatrice bien allongée. C'est ça, voilà, c'est ça et c'est ça que moi je pouvais pas faire. Soulever la langue, je pouvais pas. Passer dessous, j'y arrivais quand elle me laissait faire, ça c'était pas toujours, évident et sur les côtés, c'était pas facile non plus. Donc à la suite de ça, on a revu Linda qui a repris avec moi ces exercices-là qu'il fallait faire et puis, donc je les faisais tous les jours. Elle voyait toujours une orthophoniste qui m'aidait aussi, à faire ces exercices-là. Et au niveau alimentation, est-ce que tu as vu une différence après tout de suite après la phrénectomie? Oui, alors tout de suite après, pas trop parce qu'elle a refusé de boire, son biberon, la nuit qui a suivi, l'intervention parce qu'elle saignait beaucoup, elle salivait beaucoup, donc elle s'est pas trop alimentée. Donc on avait un petit peu peur que justement les petits efforts qu'elle avait fait avant, ça casse un peu cette dynamique-là et qu'elle refuse toute alimentation orale. Finalement, le lendemain, la faim a repris le dessus quand même et elle avait bien faim et la tétine rentrait beaucoup plus facilement, en fait, dans la bouche. C'est Je me ça. suis rendu compte que l'ouverture de bouche était pas complète, mais qu'il y avait quand même du mieux et on voyait sa langue, que jusqu'à présent, je l'avais jamais vue, en fait, sa langue et je voyais sa langue qui essayait, de bouger un petit peu et donc oui, oui, elle arrivait, nettement mieux à boire le biberon.
Au niveau de la déglutition, c'était quand même pas évident. Elle faisait beaucoup de fausses routes et Linda m'avait expliqué que c'était normal parce que sa langue devenait plus mobile, un peu plus mobile, et du coup, elle savait pas trop quoi en faire, en C'est fait. ça. Ouais. Voilà. Et donc, souvent, elle faisait des fausses routes et ça passait pas dans le bon tuyau. En fait, le cerveau a enregistré une façon de fonctionner, tout d'un coup, ça change, donc il faut le temps que ça s'adapte, en fait. C'est ça. Donc, fallait le temps que, voilà, qu'elle s'adapte. Donc, les premiers temps, elle nous a fait quelques petites fausses routes, mais petit à petit, elle s'est vite adaptée à ça. Et j'ai pu aussi progressivement commencer la diversification. Donc, je l'ai commencé, elle avait 6 mois. Hein. Je ne l'ai pas commencé trop tôt non plus parce que voilà, ça faisait beaucoup aussi pour elle. Donc, voilà, je l'ai commencé à 6 mois et elle prenait beaucoup de plaisir en fait à manger de la purée, beaucoup plus que le biberon. Le biberon, c'était pour se nourrir, mais elle ne prenait pas tant de plaisir que ça. Et donc, dès que j'ai commencé la diversification, c'était beaucoup mieux. Et ce qu'on me disait de faire, c'était de laisser surtout la cuillère au bord de la lèvre inférieure pour qu'elle puisse aller le chercher avec sa langue et laper comme un petit chat finalement, et que sa langue bouge un peu plus. Et donc, c'est chose qu'on a très bien fait avec l'aide aussi de l'orthophoniste. J'ai également vu une deuxième orthophoniste au BUG avec qui travaille Linda également, qui, elle, est spécialisée aussi dans les post-phrénotomies, je crois. La thérapie myofonctionnelle, sans doute, oromyofonctionnelle. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, qui m'a donné tout un tas de conseils également et voilà, de continuer sur ce terrain-là. Et en fait, au fil des jours, sa mâchoire, déjà, ah oui, si, les premières choses que j'ai remarquées, mais ça, c'est dès la première nuit, elle était toujours comme ça, mais les poings serrés. Alors, on sait que les bébés, ils sont en chandelier, comme on appelle ça, mais elle, on voyait elle était crispée. Oui. Et, progressivement, ses mains se sont détendues, elles se sont ouvertes. Au niveau du visage, elle paraissait moins crispée. Et vraiment, au niveau de son tonus, on l'a trouvée beaucoup plus détendue. Ah oui. Ses bras au niveau de ses épaules, ça commençait à se détendre. Elle se détendait. Alors après, il y a eu un gros travail aussi de fait avec le kiné qui l'a massée régulièrement. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que je pense que la phrénotomie lui a fait beaucoup de bien par rapport à la détente de plusieurs muscles, quoi, ça c'est sûr. Oui. Donc voilà, c'était ça surtout que je voulais dire. Et donc progressivement, oui, avec cette nouvelle texture de diversification, je pense que ça lui a aussi donné un peu envie d'ouvrir un petit peu plus progressivement la bouche. Et j'arrivais donc plus facilement à faire les exercices sous la langue. Mais je sentais quand même, parce que sous la langue, j'arrivais quand même à rentrer ma première phalange, chose que c'était impossible de faire avant. Mais je sentais comme si le frein était revenu finalement. Je sentais quand même un petit frein au fond, mais beaucoup plus profond que ce que ça n'était Oui. précédemment. Et donc, j'en ai reparlé à Linda, qui l'a revu et qui pense elle également qu'il y a certainement un frein. Alors, elle ne pense pas que ce soit un frein qui soit revenu, mais un frein qui était déjà là et qui Oui. n'a pas pu être enlevé quand Oui. Monsieur Rousselet a intervenu, parce que Oui. c'était plus en arrière, en fait, compte. Oui, et puis les exercices qu'on fait avant, ils servent justement à isoler le Ouais. frein. Et comme ça n'a pas pu être fait, c'est sûr qu'on coupe ce qu'on peut, mais que parfois il faut aller un peu plus loin par la suite. C'est ça, voilà. Donc, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et ben, c'est ce que m'avait dit aussi Monsieur Rousselet, finalement, Oui. lorsqu'il a intervenu. Donc, je ne me suis pas plus inquiétée de ça. Je savais qu'au niveau des joues, c'était presque remis. Le frein n'est pas revenu parce que j'arrivais toujours à rentrer mes petits doigts dans ses joues. Et je me demande même si c'est pas au niveau des joues que ça l'a libéré en fait au niveau des tensions Oui. musculaires. Oui, Parce mais que ça a c'est vrai beaucoup que de conséquences effectivement sur toute la sphère du oui, crâne, même au niveau de la nuque, etc. C'est ce oui, qu'on voit.
C'est ça. Et le kiné disait qu'elle était, le kiné et l'ostéopathe disaient qu'elle était très tendue au niveau de la nuque. Alors après, déjà, avec la sonde nasogastrique, elle était toujours en hyperextension. Certainement peut-être pour chercher son air, je ne sais pas, mais c'est vrai que tous les enfants qui ont une sonde nasogastrique sont toujours en hyperextension parce que voilà, ça les gêne. Et donc elle a gardé aussi cette position-là, même quand elle n'avait plus la sonde. Quand elle dormait, elle était toujours en hyperextension finalement. Donc, ça a permis aussi de libérer les tensions au niveau des cervicales, avec l'aide du kiné aussi, d'essayer de la regrouper un petit peu sur elle-même et de retrouver la position qu'elle pouvait avoir dans mon ventre, quoi. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, elle mange correctement, comme une enfant tout à fait normale. On est sur des textures quand même toujours lisses. Je commence à peine depuis la semaine dernière, j'ai commencé un petit peu à différencier et la purée de légumes et la viande en morceaux, mais en miettes. Hein, c'est mixé, c'est émietté. Parce qu'elle a une ouverture de bouche qui est donc maintenant, on va dire, grande comme... oui, ça fait ça à peu près, je sais pas, je dirais 1,5 cm ou 2. Donc, c'est une ouverture de bouche qui n'est pas complète, on le sait, parce que quand elle bâille, elle a toujours, je donne toujours cet exemple, comme si nous, on essaye de bâiller en public, mais qu'on ne veut pas que ça se voit. Donc, elle est toujours, c'est ça, on est très discret. Donc, elle est toujours très, très petite quand elle bâille, mais elle n'a pas de douleur, rien du tout, par contre. Donc, je me dis qu'au niveau de la mâchoire, c'est quand même, je pense, quelque chose qui fonctionne quand même. Mais voilà, les freins lui ont fait du bien. Alors, je ne sais pas si c'est ça clairement qui a fait qu'elle ne peut pas ouvrir la bouche depuis la naissance. Mais en tout cas, ça y a aidé, quoi. Ça, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier que les freins, en fait, ils sont déjà là depuis la 12e semaine de grossesse. Hein. Donc déjà dans le ventre de la maman, le bébé fait des mouvements avec sa bouche, avec sa langue, essaye d'avaler, etc. Donc si elle était déjà avec cette restriction-là, elle n'a peut-être pas fait travailler suffisamment certains muscles qui ont besoin de plus de temps pour se délier et retrouver une fonction plus normale, quoi. Et ben, d'où mon hydramnios, justement, parce que moi, on m'a expliqué que justement, si j'avais eu un hydramnios, c'est parce que le bébé ne faisait pas son rôle entre la déglutition et le... Oui, d'avaler le liquide amniotique. Voilà. En fait, au lieu de l'avaler, le liquide continue à se fabriquer, mais il ne rentre pas dans le bébé qui normalement fait une filtration, etc. C'est ça. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ils ont pensé à un problème de la déglutition à la base, forcément, un défaut de déglutition. Mais à aucun moment, on m'a parlé des freins. Donc, moi, quand j'ai vu Linda, je m'en suis référée quand même à ma pédiatre. J'en ai parlé à ma pédiatre qui m'a clairement dit faut arrêter un peu ces bêtises. Les freins, c'est la mode. C'est pas ça qui va résoudre ton problème. Ok. Donc, bon, je connaissais Linda que d'une fois. La pédiatre, c'est ma collègue de boulot aussi. Je me dis, je vais quand même lui faire confiance, mais en même temps, ça ne coûte rien d'essayer non plus. Donc, j'étais vraiment, vraiment partagée. Donc, sans mettre la parole de Linda en doute, mais j'ai quand même préféré prendre l'avis d'un ORL ici sur Brive, qui a essayé de regarder, mais qui ne voyait rien du tout, au vu de son ouverture de bouche trop limitée. Et donc, il m'a dit aussi, non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoutez, vous me proposez quoi en fait? Parce que personne ne me propose rien. Là, on me propose quelque chose de concret. C'est peut-être ça, c'était pas aberrant ce qu'on me disait. Donc voilà, avec mon conjoint, on s'est dit pourquoi pas essayer. Ça peut pas être pire de toute façon. Les premiers jours peuvent être un peu compliqués parce que peut-être que ça lui a fait un petit peu mal. Et encore, Monsieur Rousset nous dit que c'est quand même un geste qui n'est pas douloureux pour l'enfant parce que déjà, d'une part, ça se fait très rapidement. Et d'autre part, vu que l'enfant va sécréter beaucoup de salive, ça va avoir un effet anesthésiant en plus de l'anesthésie locale qu'il met avant.
Et effectivement, juste après, Ninon, elle pleurait parce qu'on la tenait, qu'on la maintenait et que moi, je maintenais sur mon menton. Oui, Dès que j'ai tout lâché, elle n'a oui, plus du tout pleuré. oui. Donc, on s'est bien rendu compte que c'est quand même un geste qui est très rapide et pas douloureux pour son enfant. Parce qu'après, c'est vrai qu'on s'en fait une montagne hein, quand on ne connaît pas. Bien sûr, on va voir sur Internet. Et puis, sur Internet, il y a des vidéos qui ne sont pas toujours très agréables à voir non plus. Donc non, voilà, je pense que c'est un examen qui est important de réaliser s'il est nécessaire pour l'enfant, quoi. Et effectivement, chez ma fille, ça a été nécessaire. Et puis, ça a facilité tout un tas de choses. Mais l'alimentation, c'est important, hein. Mais bien sûr. Comme tu dis, tu voyais bien qu'elle était plus crispée, etc. Puis qu'après, ça s'est détendu. Mais Donc, ça a été significatif. oui, il y a tout cet effet-là sur tout le corps qu'on ne réalise pas toujours non plus par rapport au frein. On se demande comment ça se fait qu'on va jusqu'au pied et que ça peut entraîner des problèmes de posture. Oui. Mais en fait, c'est parce que le frein est un fascia et que les fascias sont tous reliés et que donc des tensions à un endroit vont entraîner des compensations dans tout le corps et donc ça a des effets beaucoup plus larges que simplement la mâchoire. Et puis Bien chez sûr. elle, c'était manifeste, quoi, hein. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça a été vraiment radical en fait, hein. Oui, On l'a tout de suite vu sur elle, hein. oui, Et donc aujourd'hui, elle mange donc normalement, elle arrive à manger un petit peu de morceaux. Donc on essaye de travailler sur la mastication parce qu'elle a 8 dents, elle a les 4 d'en haut et les 4 d'en bas. Elle n'a pas encore celles qui sont derrière. Mais elle arrive à faire ce petit mouvement de bouche qui ressemble à une mastication, mais qui peut pas être une mastication efficace dans le sens où il n'y a pas un mouvement ample en fait de la mâchoire encore. oui, oui. Donc on est quand même encore dans le flou parce qu'on ne sait pas si cette mâchoire va finir par s'ouvrir complètement un jour ou l'autre. Au niveau médical, on voit toujours une neurologue à Limoges qui la voyait tous les 3 mois. Là, on l'a vue mi-novembre. Elle la trouve bien. Au niveau du poids, ça y est, ça va mieux. Donc, mais c'est vrai que c'est un petit modèle déjà à la base. Oui. Donc ils s'inquiétaient beaucoup. Ils m'avaient même parlé de remettre la sonde si elle reprenait pas de poids. Mais là, par contre, pour nous, c'était un non radical. Il était hors de question qu'on retourne en arrière, alors qu'au niveau de son oralité, il se passait quelque chose et qu'elle prenait plaisir à manger. Ça, Oui, c'est déjà, ça. c'était pour nous, c'était déjà top. Et au mois de juin, on est retourné voir l'équipe médicale de Paris, la pédiatre et le neurologue, qui pour eux l'ont trouvé bien également. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quelques jours avant qu'on y aille, elle ne finissait plus ses biberons. Voilà, déjà qu'à la base, elle n'y prenait pas vraiment grand plaisir à boire ses biberons. Et donc, la pédiatre m'a dit, si elle prenait du plaisir à manger à la cuillère, de favoriser la cuillère plutôt que le biberon. Et donc, dès le mois de juin, donc elle avait même pas un an encore, on a décidé de passer toute l'alimentation à la cuillère. Donc, en fait, on mélangeait son lait. Donc, elle avait toujours un lait enrichi d'infatrini avec des céréales, donc sous forme de bouillie, on appelle ça. Et ça avait une texture un peu yaourt. Et je lui donnais ça à la cuillère. Mais elle en mange toujours et elle en Elle aime raffole, ça. quoi. Oui, c'est Ah oui, ça. oui, franchement, pour elle. Et puis bon, en plus, avec des céréales, bah, pour son poids, c'est Oui, top pour elle, quoi. oui. Ça lui permet de prendre un peu plus de poids. Ce qui nous montre en fait toute l'importance d'aller voir aussi les freins, parce Oui. que souvent c'est quelque chose qui est négligé. Bon, il y a les courants qui disent c'est une mode, etc. En fait, non, c'est qu'on s'en occupe un peu plus et différemment, mais il faudrait qu'on puisse les détecter dès la naissance. En fait, ici, c'était peut-être compliqué puisqu'elle n'ouvrait pas la bouche, mais c'est quand même important d'aller regarder ça le plus tôt possible et de Bien de sûr. pas balayer cette possibilité du revers de la main en disant c'est pas ça, quoi. Mais c'est ça. Et enfin, après aussi, j'ai culpabilisé un petit peu de ne pas y être allée plus tôt finalement. Mais bon, après, on culpabilise toujours, hein. Mais c'est vrai que je pense que quand on a une idée en tête en tant que maman, en tant que papa, enfin, faut y aller, quoi. Oui.
peu importe ce que les médecins nous disent. Après, moi, ce que j'avais pu répondre aussi à mon pédiatre, c'est que je pense pas que ce soit une mode. Clairement, c'est vrai qu'on en entend plus parler, mais peut-être parce que déjà, d'une part, il y en a toujours eu, mais peut-être parce qu'il y a plus de personnes qui se forment à la détection de ces freins-là Oui. et qui sont en capacité de les détecter précocement et qu'on ne soit pas obligé de le voir à 2-3 ans quand l'enfant dit pas de mots ou qui mange toujours lisse et pas de morceaux et qu'il faut l'amener chez un orthophoniste et que là, on lui dit finalement, il y a des freins. Oui. Parce que même les orthophonistes, finalement, ils sont pas, Non, il ne faut pas former à ça. sont pas formés. Non. Et c'est pas normal, quoi. Oui, c'est ça, ça va évoluer avec le temps aussi et surtout cette prise en charge qui est multidisciplinaire et qui est essentielle parce que la phrénectomie, c'est bien, mais ce n'est pas le principal. C'est un peu, comme on dit, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que en fait, il y a tout ce travail en parallèle à faire, comme tu avais d'ailleurs fait avec l'orthophoniste, l'ostéopathe, etc., acupuncteur, magnétiseur, enfin bon, peu importe ce qu'on choisit, mais c'est important de travailler sur tous les tableaux en fait. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr. C'est génial que tu aies fait ça en fait dès le départ, enfin le Oui. plus vite possible, que tu sois allé dans ces voies un peu alternatives qui ont finalement aidé dans les progrès aussi. Et c'est là qu'on voit que pour arriver à une phrénectomie, il faut quand même préparer. C'était peut-être pas la préparation optimale souhaitée, mais on est dans un cas un petit peu particulier avec Ninon aussi. Tous les bébés n'ont pas ce problème d'ouverture de bouche. Donc voilà, c'est important de remettre ça dans le contexte, quoi. Bien sûr. Ah non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'un enfant ouvre la bouche qu'il a pas de frein, finalement. Exactement. Absolument. Même s'il sort la langue, il peut sortir la langue et avoir un frein. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que Linda m'a expliqué aussi que c'était héréditaire. Ça peut l'être. Elle m'a regardé moi et mon conjoint, et moi j'en ai un, mais j'ai jamais su. J'ai un frein de langue, ça m'a jamais posé de problème d'un point de vue alimentaire. Après, j'ai toujours très mal au cervical, j'ai toujours les épaules un peu trop relevées. Est-ce que ça vient peut-être certainement de là? Et elle m'avait fait aussi voir une chiropractrice côté de chez elle et qui pareil, avait fait beaucoup de bien à Ninon aussi. C'est vrai qu'on a vu plein d'alternatives, mais je pense que oui, c'est nécessaire. C'est chaque fois des petites impulsions qui font que quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on a une amélioration en fait. Oui, complètement. Oui, parce que clairement, je ne sais pas qui a fait du bien ou quoi, mais peu importe. Globalement, c'est ça l'évolution. Oui, tout à fait. L'évolution est là aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je me disais qu'on stagnait un peu, mais finalement, j'ai pas tant l'impression qu'on stagne tant que ça parce que je trouve qu'elle évolue bien. Alors, d'un point de vue psychomoteur, pour moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de problème neurologique parce que elle comprend tout, elle sait se faire comprendre. J'avais un petit peu peur aussi au niveau du langage parce que cette langue peu mobile, je me suis dit, il y a des sons qu'elle ne saura forcément pas faire. Et en fait, elle essaye progressivement. Et quand la première fois qu'elle a claqué sa langue au palais, juste en faisant comme ça, et j'ai dit, ouais, mais en fait, sa langue, elle bouge. Et donc, elle sait la faire bouger. Et si elle ne sait pas en quoi en faire de suite, elle explore elle-même son oralité. Et au début, elle n'a jamais fait comme les bébés font habituellement, mettre tout à la bouche. Elle n'a jamais rien mis à la bouche, elle, forcément, parce que pour elle, toute cette sphère orale, c'était que agressivité, c'était aspiration, c'était son nasogastrique, c'était toujours essayer d'ouvrir sa bouche pour aller voir dedans, pour y mettre les doigts d'inconnus. Elle a toujours refusé en fait tout ça et en fait progressivement, elle a mis ses doigts à la bouche. Elle a commencé, ce qu'elle faisait, elle, c'est qu'elle est plutôt sur, je pense que quand on manque d'un sens, on développe les autres. Et elle était plutôt sur la vision. Elle observait un objet, elle le passait de main en main, elle a très vite passé de main en main. Et après, elle le met un peu à la bouche et puis c'est tout. Et puis, elle le laisse de côté. Aujourd'hui, tout ce qu'on mange, elle veut le manger, elle veut absolument le prendre. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution phénoménale, quoi. Est-ce que, pour terminer, ça fait quand même presque 1 heure qu'on est encore à parler, est-ce que tu voudrais laisser un message aux personnes qui nous regardent?
Eh bien, je pense que le message, il est clair. Hein. Faut se faire confiance. Faut se faire confiance en tant que parent. Ce qu'on ressent, même moi en tant que professionnelle, je le dis aux parents, il n'y a que vous qui connaissez mieux votre enfant que personne. Donc voilà, faut se faire confiance. Je pense que c'est le plus important en fait. Et puis pas écouter. Enfin, pas écouter les on-dit, mais pas écouter les mauvaises choses. Si vous pensez être sûr d'aller sur un terrain plus qu'un autre, ben foncez quoi. Allez-y, ça peut pas faire de mal de toute façon. Eh ben, je trouve que c'est une magnifique conclusion. Ben, parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Lisa, pour Avec plaisir. ce beau récit. Même si tu as raconté des choses difficiles, c'est magnifique de voir l'évolution Oui, avec c'est une Mignon. évolution. Et c'est précieux pour les parents qui vont te regarder, les professionnels aussi d'ailleurs. Ben, j'espère qu'en tout cas, voilà, ça aura pu aider certains parents et que voilà, ça, parce que c'est vrai qu'on se sent un peu seul quand on a des petits soucis comme ça. Oui. Et c'est bien d'avoir des professionnels comme toi, comme Linda, comme plein de personnes qui nous écoutent et qui nous aident à trouver des solutions aussi. Ça, Ouais. c'est top, on se sent moins seul déjà. Merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.